Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, Chapuis, comme un grand, comme un champion de France. Il va le faire, il va le faire, il va faire marche tranquille au championnat du monde de Paris. Et attaque de Villarreal. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Et bonsoir à tous, bienvenue sur Sport 39, le média digital du sport jurassien. Alors comme tous les lundis, on va faire l'interview hebdomadaire. Et c'est vrai que ça fait très très longtemps que je voulais évoquer le tennis de table avec vous. Comme vous le savez ou vous ne le savez pas, je suis pongiste aussi à côté, à Lyon. Et on fait souvent écho avec Florian sur des interviews. Je salue d'ailleurs Clément qui nous a rejoints. Du tennis de table sous toutes ses formes, par rapport à la gestion, par rapport à plein de choses qui gravitent autour du tennis de table. Et on parlait souvent de Jura Moré et voilà, de l'équipe championne de France de Pro A et du fer de lance dans la région. Donc je me suis dit, c'était ce soir ou jamais, en ce lundi de Pentecôte, de parler de Jura Moré tennis de table. Et pour cela, je suis avec Salvador Uribe, l'entraîneur et coach de l'équipe. Alors on va se connecter avec lui. Et en tout cas, merci d'être déjà présent. N'hésitez pas à poser des questions à Salvador qui va arriver. Si vous connaissez pas le tennis de table au niveau technique, toute question, on lui posera en direct. C'est le but du média, comme je le rappelle régulièrement. Et ça charge. Salut Mourad. Salut Salvador. Salut Quentin. Comment tu vas? Ça va, merci. Bon, très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation pour parler un petit peu tennis de table sur le média. Comme je l'évoquais en préambule, c'est vrai qu'on en parlait indirectement à chaque fois sur nos débats, sur plein de choses, et on n'avait pas encore fait d'émission spéciale. Donc l'idée c'était de parler de Jura Moré aujourd'hui à travers son entraîneur qui est arrivé depuis 2 saisons au club. Donc si tu pouvais un petit peu te présenter, ton âge et puis d'où tu viens. Ouais, je suis Salvador Uribe. Je suis mexicain. Je suis mexicain d'origine. Ça fait déjà 9 ans que j'habite en France. Ouais. J'ai 29 ans. D'accord. Je vais bientôt avoir 29 ans. Je vais bientôt avoir 30. Et voilà, comme tu l'as bien dit, ça fait presque 12 ans que je suis ici à Moré. Et du Mexique, t'es originaire de la capitale, t'es originaire de d'où du coup? Non, je suis originaire de Guadalajara. D'accord. Bon, c'est facile à écrire ça. Ouais, c'est très facile à dire aussi pour les Français. Oui, c'est sûr que, en tout cas, je pense que les internautes pourront le voir. Tu parles déjà très bien français, donc c'est agréable aussi pour connaître pour discuter avec les gens dans le milieu du tennis de table. Oui. Toi, donc du coup, aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que t'es pongiste professionnel? Comment on peut te décrire ton titre? Là aujourd'hui, on pourrait dire que c'est entraîneur et joueur professionnel. En fait, j'étais toujours joueur professionnel depuis 2012, je suis arrivé en France, jusqu'au que je déménageais ici à Morée pour prendre la pro et le club. Après, ça, je pense qu'on va parler un petit peu tout à l'heure. Donc, je te dis ça. Pour l'instant, je peux dire que cette année, on peut faire joueur, coach. Pour l'instant, j'ai pas encore laissé tout à fait le joueur, quoi. Ouais. Et tu parlais du Mexique. Alors, c'est vrai qu'on connaît pas trop le Mexique dans le milieu du tennis de table, à part Marcos Madrid. Je crois que c'est le frère de ta compagne, si je dis pas de bêtises. Oui. Comment s'est développé le tennis de table là-bas au Mexique? Au Mexique, c'est pas encore très très bien développé. C'est vrai que ça a grandi, ça commence à développer petit à petit. Mais par exemple, il n'y a pas de championnat par équipe déjà. Donc toujours une ou deux compètes par an. D'accord. Donc imagine la différence à part pour l'Europe, qui a des championnats toujours presque tous les week-ends. Il y a les samedis, il y a des tournois et tout. Donc c'est pour ça que
le pays, il n'arrive pas, le sport dans le pays, il n'arrive pas à très bien à grandir, à développer, à avoir plus de joueurs parce qu'il n'y a pas des compètes. C'est la compète, c'est la compète qui te fait progresser en fait. Donc du coup, il y a pas mal c'est pas des clubs en fait, c'est la ville, il a son petit centre de plusieurs sports. Chaque ville. Les clubs de sport. Exactement. Et là, par exemple, il y a le tennis de table dont tu t'entraînes. Et il y a des compétitions que tu peux jouer pour ta ville. Tu représentes ta ville. Voilà. Et c'est la compétition qu'il y a une fois par an. Et après, il y a le championnat national. Un peu comme ici, tu vois. Il y a première division, 12e division, 3e division, et même 4e, débutants, quoi. Donc, c'est les deux compétitions. Puis on va dire que pour lequel les jeunes s'entraînent. Et après, sinon, c'est pas très développé. Il y a des entraînements et tout, des entraîneurs, mais il n'y a pas assez de compétition pour pouvoir remonter le niveau, quoi. Donc du coup, si je comprends bien, toi, avec ton classement actuel, alors je le rappelle pour celles et ceux qui ne le connaissent pas, tu es 151e en classement national français, mais mexicain, tu es numéro 2 alors, encore. Au mexicain, je suis numéro 2 encore, même si j'ai arrêté déjà de jouer avec l'équipe de Mexique. Ça fait déjà, ça va faire, je crois, 3 ans que j'ai arrêté pour plusieurs raisons. Mais ouais, c'est vrai que Marcos a été le numéro 1 et moi toujours le numéro 2 et il n'y a pas encore quelqu'un qui a sorti. On va dire qu'au même niveau pour pouvoir être 12e, quoi, on va dire. Ça te manque pas trop les compétitions internationales? Au début, non. La première année, j'étais vraiment content d'avoir arrêté. Mais plus le temps il passe, et ouais, là, ça commence à me manquer. Des fois, je vois l'équipe qui est au championnat du monde, au tournoi d'Amérique latine, etc. Et là, je commence à sentir l'envie d'y être. Donc, ouais, ça commence à me manquer un peu, même si je sais que maintenant, ça peut être un peu plus compliqué. Mais ouais, ça me manque un peu parce que c'est des beaux souvenirs quand même. Justement, ce parcours mexicain, on va l'évoquer dans quelques instants, mais c'est vrai que on n'a pas indiqué aux spectateurs à quel âge tu as commencé la discipline. Si tu pouvais nous dire. Je commençais à 12 ans, 12, presque 13, donc un peu tard. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Pour l'assimilation des gestes techniques, choses comme ça, généralement, on recommande de commencer à quel âge à peu près? Bah, à peu près, l'idéal, on va dire qu'en Chine, par exemple, ça peut commencer à 4-5 ans. Déjà apprendre un peu la raquette et tout. Et on va dire que 6 ans au maximum. Et à partir de 6 ans, voilà, tu t'es petit, tu arrives à avoir les gestes plus rapidement. Et comme ça, plus petit tu commences, plus petit tu remontes ton niveau, plus petit tu commences la compétition aussi. Et voilà, donc à un court âge, tu peux arriver à un très bon niveau, quoi. Donc ouais, j'ai commencé un peu tard parce qu'au Mexique c'est normal, on va dire. Au Mexique c'est normal. Et je commençais un peu par hasard, mais bon. Toi, je connaissais pas quand je commençais, je connaissais pas qu'en Europe il y avait des championnats professionnels ni rien. Je connaissais rien du tout. Donc pour moi, c'était bien d'avoir commencé à 12 ans, quoi. Et comment tu as gravi les échelons du coup au Mexique après? Comment, pardon? Comment tu as gravi les échelons au Mexique pour ensuite arriver sur la sélection, les compétitions? Comment? Bah en fait, j'ai progressé assez vite. J'avais un entraîneur cubain et je m'entraînais beaucoup. Depuis toute ma vie, je suis très dédié à ce que je fais. Je m'investis à 100%, donc je m'entraînais beaucoup et j'ai commencé à gagner les petites compétitions nationales. Et après, il y a tournoi de sélection souvent au Mexique et du coup, je commençais. Je crois que mon 12e tournoi de sélection de mois 15, là, je commençais avec l'équipe de Mexique. Okay. J'avais 14-15 ans. C'était la première fois que je rentrais. Et à partir de ce moment-là, j'ai toujours continué en équipe de Mexique. Donc, en mois 15, après mois 18, et après, j'avais 16-17 ans et j'étais déjà en équipe nationale senior. Donc, c'est déjà un sacré parcours. Après, tu as évolué avec la sélection. Tu as fait beaucoup de compétitions internationales. Si tu peux un petit peu nous les détailler pour nous. Oui, après, je commençais. Il y a beaucoup de tournois de Centre-Amérique. Donc, c'était le tournoi de Centre-Amérique qui joue juste quelques pays de Centre-Amérique. Et après, il y avait le championnat d'Amérique latine.
Donc, j'ai participé aussi 7, 8, 9 dans ma carrière, je pense. Même plus, de Centre-Amérique. Et après, il y avait les championnats du monde. Je me souviens pas très bien à quel âge c'était mon premier championnat du monde. Mais j'étais jeune, quoi. Je pense que c'était à 16, 17 ans, c'était mon premier championnat du monde, je pense, à 16 ans. Et après, oui, beaucoup de compétitions internationales, mais toujours sans savoir qu'il y avait de professionnalisme en Europe. Ouais. Toujours sans savoir. Je savais pas du tout non plus, donc j'étais content de faire le tournoi international. Et au Mexique, j'étais 5 fois champion national en ma catégorie. En ma catégorie, j'ai gagné 5 fois de suite le championnat. Donc voilà, mes entraîneurs et tout disaient il faut chercher un truc pour que tu puisses évoluer après un certain âge, que c'est 18 ans, que ça finit les compétitions au Mexique, on va dire. Là, il fallait chercher comment sortir pour pouvoir continuer. Donc, ouais, après tous ces championnats du monde et tout, après, voilà, ça présentait l'opportunité d'aller en France. Ouais, donc c'est vers 18-19 ans que tu es arrivé en France alors. Non, j'arrivais à 20 ans. 20 ans. Ah ouais, j'arrivais à 20 ans grâce à Marcos. Le numéro 1, il était déjà en France depuis quelques années. Donc, comme on a toujours joué ensemble, à un moment donné, dans un tournoi international, je lui dis, bon, voilà, il faut que je cherche, parce que il me dit, ouais, donne-moi ton CV. Donc, je lui ai donné mon CV et il a cherché un peu à côté de son club. Il y a eu un club qui a voulu m'engager, on va dire, qui s'intéressait pour moi. Et c'est le club de Saint-Lô, à côté des Caen. Saint-Lô. Ok. À côté des Caen, ouais. Et du coup, voilà, je me suis dit, allez, on va essayer un an, c'est le moment. Donc, je suis parti comme ça, sans parler français, sans rien, à 20 ans. Et c'était à quel niveau, du coup, tu jouais? Et j'ai arrivé il s'était en N3. D'accord. Il s'était en N3, ouais. Il s'était en N3. L'objectif de club, c'était de monter pour la première fois dans l'histoire en N2. Et du coup, on a réussi. Dans la première année, on a réussi. Donc, ça passait très, très bien avec le club. Après, on a monté en N2, on a redescendu parce qu'on n'a pas changé l'équipe, donc c'était un peu faible pour la N2. Et du coup, on a redescendu en N3 et après, j'ai cherché comment évoluer, continuer à évoluer dans un meilleur championnat et c'est là où j'ai eu l'Évalois. Et après, j'ai déménagé à l'Évalois et après, voilà, je suis resté là-bas. Et c'est vrai que il y a pas mal de gens là qui nous ont rejoints, des gens qui ne connaissent pas forcément. Donc je salue Alban, Charles-Henri Mollet, un ancien pongiste de Longchamp-Moi. Mais pour celles et ceux, enfin n'hésitez pas à poser des questions en tout cas à Salvador. Mais moi j'avais une question un petit peu toute nunuche, même si je connais la réponse. Mais il y a souvent des gens qui disent ouais bah le tennis de table, déjà d'une part c'est pas un sport, et deuxièmement les pongistes quand ils jouent sur une table différente ou une raquette un peu pourrie, ils disent ouais mais c'est la faute de la raquette. Mais est-ce que ça a vraiment une incidence, la table et la raquette? J'ai eu toujours mes entraîneurs qui disaient c'est pas le matériel, c'est pas la table, mais il faut être honnête. Il faut déjà entendre juste le pro pour savoir que oui, le matériel, ta raquette, tes revêtements, même la table, c'est vrai que c'est très important pour pouvoir développer bien ton jeu. Ça veut pas dire qu'il faut pas que tu essayes tes meilleurs moyens, on va dire, de jouer. Si t'as pas une table ou une salle dans une salle mauvaise ou quoi que ce soit, il faut pas t'arrêter là et dire je peux pas jouer. Ça, je suis contre. Mais c'est vrai que oui, ça peut jouer. Ça peut jouer au ton niveau de jeu, avoir un bon matériel. C'est très important d'avoir un revêtement de bois qui te convient, quoi, pour ton jeu, si t'es plus attaquant, si t'es plus défenseur, c'est vraiment très important. C'est vrai que ça peut jouer à que ton niveau, que tu développes et que tu évolues dans ton tennis de table. Donc, je dirais que oui, c'est très important. On a les poteaux carrés de handball, donc est-ce qu'on n'a pas les revêtements carrés au tennis de table, mais il y a Arthur Roland, effectivement, un joueur qui demande et je salue d'ailleurs Radou, le coach de Lons, Arthur qui demande si tu as fait la qualif olympique. Ouais, j'en ai fait 2. Dans ma carrière, j'en ai fait 2 qualifs olympiques. Un, c'était au Brésil, mais j'étais très jeune. Donc voilà, c'était une très belle expérience pour moi.
évidemment, je ne me suis pas qualifié, mais c'était une belle expérience. Et après, la dernière, c'était pour les JO de Brésil, en fait. D'accord, JO de 2016. 2016. Ouais. Donc, celle-là, c'était la dernière. C'était au Chili. Et j'ai très bien joué. J'ai très bien joué. J'étais content de mon performance. Après, la qualif, c'est très compliqué au niveau Amérique latine. C'est vraiment très, très dur. Donc, je me suis pas qualifié, mais ouais, j'ai très bien joué. Je pense que j'ai fini dans la dernière, dans les derniers tableaux. Je finis à 2 places de rentrée. Donc ouais, j'étais content, mais c'était une bonne expérience. Évidemment, j'aurais bien voulu me qualifier, mais bon, c'est vraiment c'est très très compliqué la qualif en Amérique latine. Et aujourd'hui, c'est plus possible pour toi. Aujourd'hui, ouais, il faut être honnête, même si bon, déjà c'est pas mon objectif vraiment. Franchement, c'est pas mon objectif. Et oui, ça serait compliqué. Il fallait voilà reprendre les entraînements à fond tous les jours, des compétitions, des pro tours, machin. Et j'ai ni le temps maintenant. Je pense que même ni l'envie, quoi. D'accord. J'ai mon acolyte du média, Florian, qui nous a rejoint. Je le salue. Tu parlais de ton arrivée en France et ensuite tu es arrivé sur Levallois après ta saison à côté de Caen. Donc l'intégration, la culture française, parce que c'est vrai que la culture mexicaine est différente, la langue, comment ça s'est passé pour toi? Bon, ça a été très dur parce que quand je suis arrivé en France, je parlais pas un mot français, mais même pas ça va ou rien du tout. Je parlais pas du tout. Donc voilà, ça a été compliqué. Heureusement que j'habitais avec 12 latino-américains, 12 joueurs latino-américains, donc on parle espagnol, mais bon, je progressais pas en français non plus. Voilà, exactement. Donc voilà, c'était pas facile et où j'ai commencé vraiment à améliorer dans la langue et on va dire qu'elle m'a approprié un peu plus de la culture, c'est quand j'ai déménagé à Levallois. Parce que là, il y avait personne d'Amérique latine. C'était que des Français. Et du coup, voilà, je me suis dit, allez, c'est maintenant, en essayant de parler français tout le temps. Donc, ça a été très compliqué à Levallois parce que j'étais vraiment complètement tout seul. Donc, il fallait faire tous les trucs de la banque, des trucs un petit peu plus, tu vois, un petit peu plus dedans, pas quel super administratif et tout ça, exactement. Donc là, ça a été compliqué et c'est là où je pense que j'ai progressé beaucoup plus en un an à cause qu'il y avait personne pour m'aider. Donc voilà, il fallait te débrouiller, quoi, les traducteurs en demandant. Mais bon, ça a été dur, mais c'est une belle expérience quand même. Et ça m'a permis de progresser vite. Et dans la culture, en fait, je me suis adapté assez facilement. Je suis quelqu'un qui s'adapte facile. Donc, par rapport à la culture, c'était juste, voilà, vivre tout seul. Ça, c'était peut-être un peu plus compliqué. Et après, voilà, apprendre la langue et tout. Mais voilà, je pense que je me suis habitué assez vite, ouais, à la France. Après, c'est vrai que, bon, n'hésitez pas à poser des questions sur si vous avez des demandes spécifiques à Salvador, mais contrairement à d'autres joueurs étrangers qui viennent eux seulement pour jouer, toi, tu avais quand même ce projet de rester en France. Et c'est ça aussi qui change la donne. Je salue Marcos Madrid qui nous a rejoint, mais oui. Oui. De toute façon, moi, mon idée, c'était rester ici. C'était rester ici parce que de toute façon, moi, j'étais au Mexique, on va dire. Donc, tu peux pas faire que les matchs quand tu habites au Mexique. Donc, c'est impossible déjà. Et c'est pas comme les Européens qui, voilà, tu peux faire un vol de 12 heures et t'es en France. Donc, ouais, mon projet, c'était d'être ici, faire les individuels, c'est un truc très bien aussi, et de progresser et arriver au maximum niveau que je pouvais atteindre, quoi. Donc, ouais, mon idée, c'était de rester ici et de m'entraîner ici parce que les entraînements, c'était très bien aussi par rapport au Mexique ou à notre pays. J'ai eu la chance d'être à Levallois aussi, qui avait des bons entraînements et une bonne structure. Donc, voilà, j'ai pas voulu, j'ai jamais pensé en aller ailleurs et faire que des matchs, ouais. Ton meilleur classement national, ça s'est élevé à combien alors du coup? Le meilleur que j'ai eu, je crois que ça a été 110, 112. D'accord. 110, 112, ouais, c'était mon meilleur classement. Et à quel moment à Levallois tu t'es dit bon bah je pourrais aussi être entraîneur quoi? La bascule, elle s'est opérée quand? Ça a été, je venais déjà quand j'étais en Pro B. Ça a été, même si je pensais que ça allait être mieux, ça a été un coup un peu dur.
Je m'ai beaucoup blessé. C'est l'année de la pro, je m'ai beaucoup blessé. Et les blessures, ils commençaient à me casser ou à me tuer la motivation. Ouais. Petit à petit, je commençais à penser, est-ce que je vais arriver à être un très bon joueur de Pro V, de Pro A pour vivre de ça? Et ça commençait un peu à rentrer tout dans ma tête. Et un peu à la fin de la Pro V, il restait encore quelques matchs, je me suis cassé la cheville. Je me suis cassé le ligament de la cheville. Donc là, ça a été, c'était le coup final pour mes pensées, en fait, pour dire, voilà, peut-être c'est le moment. Ouais. En plus, le médecin il m'a dit que peut-être que j'allais pas reprendre dans quelques mois au même niveau, mes mêmes performances de ma cheville, de mon physique. Et du coup, c'est là où je me suis dit, peut-être c'est le moment de commencer à chercher, à voir, voilà, si jamais il y a une opportunité comme entraîneur, comment ça pourrait être fait, si j'aurais des propositions, etc. Donc, c'est à ce moment-là où je me posais les questions quand j'étais avec le ligament cassé, quoi. Je pense que. Et c'est vrai que ça s'est bien passé pour toi parce que du coup, le poste à Jura Moret était vacant à l'été 2018. Et justement, je fais suite à la question de Florian et c'est la question que j'allais te poser également. Donc, je remercie Florian d'être aussi bon. Tu arrives à Moret à l'été 2018. C'est quoi ta première réaction quand tu découvres cette région, ce club? Parce que tu te dis, bon, bah, c'est un club de Pro A, mais 35 licenciés, enfin, ça a dû te faire bizarre. Comment t'as réagi? Ouais, en fait, avant de signer, je suis venu avec ma chérie ici pour visiter le coin, la région, pour connaître Philippe, les présidents, Philippe et tout. Donc, je suis venu. C'est une histoire très marrante parce que on venait et on a pris le train, Ouais. mais à un moment donné, il y a eu un problème de train, donc on a pris une navette de Andelot ou un truc comme ça. Andelo, ouais. Je sais plus. Andelo, ouais. Et on a pris une navette. Dans la navette, bah, tu sais, il y a que des curves partout comme ça, des virages et tout. Et là, on se dit, pendant ça, on se dit, on vient jamais ici. On se dit, on vient jamais ici, je vais pas accepter. Bon, on y va quand même, mais je vais pas accepter. Si c'est comme ça pour arriver, ça va être la catastrophe et tout. Et non, c'était marrant parce qu'on arrivait, on se disait non, on vient pas. Après, on a parlé beaucoup avec le président. Il m'a raconté un peu de club et tout. En fait, tu vois, un challenge, un petit club. Déjà, la proie, bah, évidemment, ça m'attirait tout de suite. Évidemment que ça, je me suis dit, bah, c'est très bien. La proie. Après, il m'a dit, bon, on n'est pas beaucoup. Donc, c'était un bon challenge. Même je l'ai pas pris comme disant, ah, c'est difficile. Non, je me suis dit, ah, c'est peut-être un bon challenge d'essayer de créer une meilleure structure. Essayer d'attirer un petit peu plus de monde, même si c'est pas facile, mais c'est un bon challenge déjà pour gérer un club et en plus la pro. Donc voilà, c'était vraiment. Moi, je suis quelqu'un toujours de challenge. Moi, j'aime bien les challenges, toujours découvrir des choses et tout. Donc je me suis dit, c'était le moment d'arrêter un peu le ping comme joueur et me donner une opportunité, voir si je suis capable de gérer un club et de gérer une pro A. Et du coup, voilà, c'est tout de suite après, on se dit avec ma femme, on se dit, allez, on va essayer. On essaye, pourquoi pas. Ouais. En termes de challenge, Clément, nous demande ta meilleure perf à l'international. C'était contre qui? À l'international, je me souviens plus. Écoute, tu regarderas, tu lui enverras, parce que je pense qu'il est du club. Il est du club, donc du coup, tu pourras lui dire. Ouais, je le dirai, ouais. Alors, il y a une très bonne question de quelqu'un qui n'est pas du milieu, donc tu vas pouvoir lui répondre. Comment le club de Jura Moret peut fonctionner financièrement pour atteindre le haut niveau? Moi, je connais la réponse, mais je te laisse lui répondre. Comment on peut fonctionner, notamment financièrement parlant, un club comme Moret pour le haut niveau? Ouais, voilà, ça fonctionne déjà d'avoir un président passionné, un président qui s'investisse pas mal pour son club avec son entreprise. Donc déjà ça, c'est un coup très fort.
Donc, et après, on se débrouille pour trouver des sponsors, des petits sponsors, un peu comme tous les clubs. Il y a la ville aussi, qui donne un peu. Donc, il y a la ville, il y a des sponsors privés qui donnent. Donc, un peu de tout, ça fait qu'on peut avoir une pro. Voilà. On peut avoir une pro, ouais. C'est vrai que je complète. C'est vrai que Philippe Giraud, le président du club, est mécène, on va dire à peu près la moitié donc comme tu disais, un passionné. Et c'est vrai que avec son investissement, ça permet d'avoir des joueurs de haut niveau sur le club de Murray. Just to say hello to Kirill, not just see you for the video. Et c'est vrai que quand tu es arrivé à Jura Moret, l'effectif était déjà en place. Il y avait une grande succession avec Gang qui était resté une dizaine d'années, je pense, au club, il me semble, et qui avait terminé 3e. Est-ce que ça a été, t'avais de la pression? Comment tu t'es senti quand t'as commencé ton aventure ici à Moret? Ouais, bah évidemment, j'avais un peu la pression, pas par ce qui sont faits mes prédécesseurs, pas du tout. C'est surtout pour arriver à une nouvelle chose. C'était ma première année avec une Pro A, de gérer un club complètement. Donc ça, c'était la pression de savoir si j'allais pouvoir gérer bien des joueurs de top niveau, parce que même si j'étais joueur de haut niveau, j'ai jamais arrivé en Pro A. Et du coup, la pression de comment je vais gérer les joueurs, tu vois, et comment je vais gérer un club. Est-ce que je pourrais, les questions de toujours, quoi. Comment, est-ce que je suis capable de gérer un club? Je vais pas faire des conneries. C'était toute cette question-là avant d'y arriver. Mais comme je t'ai dit, c'est les challenges qui me poussent et qui me motivent, qui m'arrêtent pas, quoi. C'est ça qui m'arrête pas. C'est, allez, je peux, pourquoi pas. Et évidemment, j'avais de la pression. Oui, j'étais stressé. Les premiers matchs de pro, j'étais très stressé. Même les premiers entraînements, même si on n'est pas beaucoup, je me suis dit, allez, il faut que qu'ils se sentent bien avec moi, etc. Donc ouais, j'avais un peu la pression et petit à petit, à fur et à mesure, ça commence à enlever. Ouais. On sent qu'il y a eu une vraie adoption de la part des licenciés du club pour toi. Enfin, je veux dire, c'est très bien passé tout de suite. Je poserai la question après par rapport à ton rôle parce que j'allais te la poser un peu plus tard dans l'émission, donc on reviendra dessus. Mais c'est vrai que tu t'es bien adapté au club, les licenciés t'ont fait confiance rapidement. Oui. C'est vrai que rapidement, je me suis bien, ils me sont très bien accueillis. Ils me sont très bien accueillis le staff, quoi, les joueurs, les bénévoles, les présidents. Donc aussi ils m'ont donné la confiance tout de suite en disant c'est toi qui gères, tu gères comme tu veux, tu gères comme tu veux. Et ça m'a donné une confiance, tu vois, aussi d'essayer de faire ce que je sais. Et ils me sont très bien accueillis. À un moment donné, que tout te sent bien dans un endroit aussi, ça va plus facile, quoi. C'est plus facile de continuer et d'avoir plus de confiance. Ouais. C'est un club très sympa de toute façon. C'est un petit club et on n'a pas beaucoup de licenciés et donc du coup on se connaît très bien tout le monde et l'ambiance est très sympa et ça aide beaucoup aussi à te sentir bien dans ton basket. Le côté, on va dire, familial d'un petit club. Juste pour répondre à la question, c'est vrai que ton rôle, c'est coach et entraîneur, mais on va détailler un petit peu plus tout à l'heure la partie coach, parce que c'est vrai qu'on connaît pas forcément toutes les coulisses de la pro, donc ça va être vraiment bien de voir ça. Tu parlais du président, c'est vrai que Philippe Giraud, c'est quelqu'un qui est un passionné, comme tu l'as dit, et quand tu le vois sur les matchs, c'est impressionnant parce qu'il tourne en rond, il fait les 100 pas, t'as l'impression qu'il vit déjà le match avec vous, il est à fond, comment tu le ressens, toi, Philippe, sur le bord du terrain pendant les matchs? Ouais, comme on disait tout à l'heure, c'est un passionné, donc sa passion, c'est le ping-pong, donc il vit très bien chaque match. Mais ouais, il se stresse beaucoup. Il se stresse beaucoup, mais il se stresse beaucoup. Tout le monde pourrait dire, oui, il se stresse parce qu'il a envie que ses joueurs ils gagnent ou que l'équipe il gagne et tout. Mais non, en fait, il se stresse parce que il vit le match, tu vois. Sa passion, donc il vit sa passion. Mais je pense pas que ça soit trop au résultat parce qu'à chaque fois il nous parle de si on perd, c'est pas grave, il nous met pas la pression du tout de gagner ou perdre. Et du coup, c'est pour ça que de ces côtés-là, c'est pas par là, tu vois, c'est pas pour les côtés de gagner ou perdre, c'est plutôt que c'est sa passion, il vit le match avec nous. Et du coup, ça fait plaisir aussi, ça fait plaisir plus que de mettre une pression, ça fait plaisir de voir comment il aime, quoi, il aime le sport, il aime notre joueur parce que aussi avec les joueurs de pro, il y a
on est très soudés, donc il y a un vrai, je sais pas comment dire, mais bon, on est très soudés. Une vraie cohésion dans l'équipe, ouais. Voilà, une vraie cohésion de l'équipe et du coup, voilà, il envie vraiment que son joueur gagne, mais aussi pour lui, quoi, pour sa fierté. Et du coup, voilà, c'est sympa, c'est sympa de le voir comme ça stressé et nous encourager, ouais. Alors c'est vrai que tu parles de l'équipe. Alors on va les nommer. Alors il y avait Kirill Skachkov, le joueur russe qui était présent tout à l'heure. Il y a le chinois Zhao Shai, le finlandais Benedict Ola, et puis alors cette année il y avait le suédois Mathias Overjo aussi, qui va être remplacé l'an prochain par l'anglais Paul Drinkle. D'ailleurs j'en profite pour vous annoncer qu'il a été classé, enfin il a été mis numéro 4 national, donc ça va être sur le classement, ça sera le meilleur joueur de Jura Morée pour l'an prochain. Mais justement, les 4 mousquetaires que j'ai annoncés avant, l'an passé, j'ai annoncé le titre inattendu. Et même si vous étiez bien, enfin vous aviez des bons joueurs, mais c'était quand même inattendu ce titre de champion de France. Est-ce que tu peux revenir en quelques secondes, enfin on peut prendre un peu plus de temps, mais sur cette saison qui a été phénoménale, enfin magique, on va dire. Ouais, bah, évidemment, c'était une saison phénoménale. On perd que 2 matchs dans la saison, donc vraiment, ça arrive pas très souvent. Et oui, en fait, souvent, j'ai des questions comme ça et j'ai du mal à parler parce que c'est une sensation que j'ai jamais imaginée. En fait, c'était la première année que j'arrivais avec le club. Première année, ça a été un peu compliqué au début avec les joueurs, voilà, pour te gagner leur confiance et tout. Donc, j'imaginais, mais vraiment pas du tout au début, les 3-4 premiers mois qu'on allait être champion de France. Voilà, c'était impensable. Et à fur et à mesure qu'on jouait bien, je me suis gagné la confiance des joueurs et tout. Et ça commençait vraiment, je commençais à sentir une cohésion excellente. Ouais. Et c'est ça qui fait une équipe. C'est ça qui fait une équipe. Il y avait des petits problèmes entre les joueurs, etc. Donc après, on a commencé à vraiment enlever ça. Et à la fin, tu vois, quand on s'est rendu compte qu'on se dit, putain, peut-être qu'on peut gagner. C'est là où ça commençait à un peu sentir la pression de championnat, la pression de titre. Et voilà, les joueurs, plus ils voyaient que c'était possible, plus ils s'investissaient et plus ils s'étaient motivés et plus ils lâchaient rien. Ouais. Donc c'est une saison formidable pour notre première année, champion de France avec les joueurs. C'était simplement magique, quoi. Ouais. Tu évoques, alors on parlera pas de cette saison-là, cette saison écoulée là, qui a été un petit peu tronquée avec l'arrêt, où malgré tout vous avez quand même réussi à terminer sur le haut tableau, voire le podium. Mais juste une question, tu évoquais le fait des petites tensions, régler les petites tensions au sein d'un collectif. C'est quel ordre de tension, de désaccord? C'est quoi qu'est-ce qui se passait quand t'es arrivé? Ouais, bah je pense que c'est un peu comme toutes les équipes. Je pense que chaque joueur est différent, a ses idées différentes. Chaque joueur, il y a un différent d'âge aussi entre les joueurs. Donc voilà, il y a des joueurs qui sont plus matures que des autres. Il y a toujours des petites tensions. Je pense que dans toutes les équipes, ça arrive des trucs comme ça. Je vais pas nommer qui avec qui et tout, évidemment, mais il y a toujours des petites tensions entre deux joueurs que voilà, on a réussi en parlant, on faisait des petites réunions entre nous et tout. Donc en parlant, à essayer de honner une équipe, si on a envie de gagner, il faut être soudé. Ça, il y a une équipe qui a pas une bonne cohésion, qui sont pas soudés et que toi, par exemple, moi, je me bats pas pour mon coéquipier. Toi, si je suis un peu individualiste, toi, une équipe comme ça marche pas. Une équipe comme ça gagne pas. Ça, c'est certain. Donc, il y avait des petites tensions. Ça arrivait à enlever, mais bon, c'était pas grave non plus. Hein. Oui, bien sûr. Tensions, mais il y a toujours des petites tensions qui peut, à un moment donné, un match, tu vois, le perdre à cause de ça. Donc, je me suis dit, les premières choses, il faut arriver à qu'il y ait une cohésion complète, quoi. Voilà. Et ouais, voilà. Et du coup, alors, je vois qu'il y a encore quelques personnes. N'hésitez pas à poser des questions à Salvador. Alors, ça faisait 2 saisons que tu jouais donc en équipe réserve de Jura Morée qui évolue en régional 1 plus après qui est monté en pré-national de zone. Et cet été, donc tu as annoncé que tu partais en direction de Poto Combo qui évolue en national 1 pour être joueur. Et tu restes entraîneur et coach à Jura Morée.
Alors ça, c'est une situation, alors je sais pas si on le voit dans d'autres sports, mais qui est quand même un petit peu spéciale pour un athlète. Ouais. Oui, bah, en fait, j'avais déjà envie, depuis que je suis arrivé ici à Joura-Moret, je l'avais déjà dit au président Hmm. que peut-être dans son futur, j'aimerais bien reprendre à mon niveau. Parce que bon, ce que je disais, c'est que je mis quand même 15 ans à peu près à arriver à un certain niveau pour, voilà, pour 1, 2 ans, C'est perdre tout, ça. quoi. Tu vois. Donc là, je me suis dit, bon, allez, je voulu m'investir dans l'équipe au début aussi parce qu'il y avait des projets de montée. Tu vois, pour l'équipe, monter de R1 en pré-national et après rester un peu en pré-national. On a réussi, c'était très bien. Après, malheureusement, on a redescendu, Hmm. malheureusement. Et voilà, cette année, en fait, je pense qu'il y a eu un peu de tout pour que je puisse y aller. Il y a aussi le fait de soulager un peu par rapport à cette situation de virus et tout ça. Ouais. On a décidé entre Philippe et moi, entre le président et moi, que ça allait soulager un peu aussi au niveau financier le club, tu vois. Parce que tu sais, à partir de maintenant, ça va pas être simple, quoi. Tu vois, Ouais. il y a beaucoup de problèmes financiers partout, donc ça va pas simple. Donc, j'avais envie de reprendre. Je parle avec lui, on se dit, ouais, peut-être c'est le moment, peut-être que comme ça soulage financièrement un peu aussi le club. Donc du coup, Et tu m'expliques, Salvador, je te coupe malheureusement, mais donc le club de Pont, parce que j'allais te poser la question, mais du coup le club de Ponton Combo prend, en fait, te paye un espèce de prorata avec le salaire que tu touchais habituellement à Morée et prend un certain pourcentage de rémunération. Il paye une partie de ton salaire que tu devais toucher à Morée. non, non, entre le club de Moret et le club de Potocombo, il y a rien en commun. Il y a rien, c'est tout à fait tout particulier, quoi. Moi, j'ai arrangé un peu le contrat avec, voilà, avec Philippe. Et voilà, je suis signé avec Potocombo comme un joueur normal, comme un D'accord. joueur Et aussi qui est pas payé du coach, coup quoi. par le club parisien. Non. Donc, ouais, j'ai mon contrat. D'accord. C'est vrai que J'ai mon contrat. l'argent est tabou même dans le tennis de table. Et Arthur demandait pourquoi alors du coup la région parisienne, si tu n'avais pas eu d'autres opportunités dans la région, c'est vraiment le niveau qui t'a fait le partir là-bas. Bah, déjà, c'est le niveau, c'est la nationale 1. Hmm. Donc, je voulais reprendre la N1. Et deuxièmement, c'est un club que je connais très bien parce que quand j'étais à Levallois, on faisait beaucoup de matchs amicaux. Je connais très bien les joueurs. J'ai joué avec, il y a un joueur qui joue dans cette équipe de Ponto Combo, c'est Cédric Miro. Oui, Et j'ai joué avec lui à Levallois. Donc, d'accord. on a fait une très bonne amitié. On a une très bonne amitié. Donc, lui, il joue à Ponto Combo maintenant. Donc, je connais le président. Je connais les autres joueurs aussi de l'équipe. Et, et du coup, je me suis dit, voilà, ça présentait l'opportunité. J'ai parlé avec le président, il avait besoin de quelqu'un. Moi, quand je parlais avec lui, c'était pas trop pour moi, c'était plus pour des amis à moi. C'était marrant. Et après, on commençait à parler. Je me suis dit, oh, peut-être je reprends. Après, ça passait un peu de la pandémie, tout ça, en parlant avec Philippe. Donc, on se dit, allez, pourquoi pas. Pour l'instant, il n'y a pas de projet dans cette équipe-là de Moret. Il n'y a pas de projet pour remonter en pré-national. Ouais. Parce que les joueurs que tu connais, Boris, Hugo, voilà, ils sont sa famille, son travail. Donc, c'est un peu compliqué de s'investir encore plus d'entraînement et tout pour avoir un projet à monter en M3, par exemple. Donc, pour l'instant, il n'y a pas ce projet-là. Donc, on se dit peut-être c'est le moment. C'est le moment cette année d'essayer. C'est un essai aussi pour moi de reprendre. Et Ponto Combo, la région parisienne, bah pour ça, parce que je connais l'équipe et ça me fait plaisir de jouer avec des amis aussi. Je salue Nicolas Camuset, là, un pongiste qui revient dans la région et pour jouer à Saint-Vite, un club qui monte. Tu entendras parler dans quelques temps de ce club. Euh, c'est vrai que dans le tennis de table, on voit, donc toi, du coup, t'es salarié à Moret, t'es coach et tu joues dans un autre club. On voit souvent ça dans le tennis de table, des joueurs évoluer dans plusieurs clubs. Et du coup, se pose la question un petit peu, savoir si l'amour du maillot, du club disparaît. Pourquoi ils jouent dans plusieurs clubs? Bah, en parlant de tous les joueurs, il y a beaucoup de joueurs, oui, qui font plusieurs championnats. Je pense que tu parles de ça. Ça, Ils ouais. font plusieurs championnats. Après,
Je pense que l'amour du maillot, ça représente pas parce que tu représentes juste un club. Tu peux très bien être. En fait, ça, c'est ça être professionnel. Tu vois, si un joueur qui joue pour Jura Moret, imaginons qu'il pourrait jouer aussi ailleurs. Je sais que le joueur qui va venir ici, il va transpirer le maillot de Jura Moret, il va essayer de gagner à 100% contre tout le monde, quoi. Voilà. Tu vois, il va défendre le maillot de Moret et après il partira ailleurs pour défendre le maillot de l'autre club. En fait, je vois pas mal ça. Je vois pas mal ça parce que aussi, il faut pas oublier qu'on est dans un sport au niveau, on va dire au niveau de salaire, que c'est pas le meilleur sport. Donc évidemment, les joueurs qui s'investissent dans cet sport, qui s'entraînent tous les jours et qui peuvent pas travailler dans des autres choses, des fois, ils sont obligés à faire plusieurs championnats pour arriver à vivre. Oui, bien sûr. Oui, oui. Donc ça, c'est très important. Je pense que si tu l'offres le même salaire et tu lui dis, allez, tu vas jouer juste pour un club, bah, imaginons, les joueurs, ils vont être contents. Mais bon, des fois, j'entends beaucoup parler de joueurs qui font plusieurs championnats, ils sont fatigués, hein. C'est très, très dur, une vie comme ça. C'est très, très dur. Mais ils n'ont pas le choix. Il faut qu'ils arrivent à vivre, quoi. Donc, voilà, c'est pour ça que je pense que tu t'habitues à faire ça. Et pour la mort de club, je pense que tu peux avoir, parce que de toute façon, tu vas jouer jamais dans la même division de ton club, on va dire en France. Tu vas jouer jamais contre ton club de Roumanie, quoi, ou de Portugal. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, tu vas jamais jouer un contre l'autre. Donc déjà, voilà, ça c'est pas un problème. Et du coup, c'est comme moi maintenant. Tu vois, je vais défendre comme coach Moret. Mais ça c'est absolument autre chose de jouer comme joueur à Ponton Combo. Tu vois, moi, cette club, j'adore. Je vais défendre cette club à mort comme coach, essayer de le rendre et tout. Et après, je vais défendre comme joueur et mon équipe au NA. Tu vois. J'allais te demander, j'ai oublié la question, mais à Ponton Combo, comment tu vas faire du coup pour retrouver ton niveau? Tu vas t'entraîner un peu plus souvent là-bas? Ou comment tu vas faire pour non, je vais recommencer à m'entraîner encore un petit peu plus fort ici, déjà. Ici, j'ai la chance aussi que ma chérie et les joueuses aussi aient un très bon niveau. Donc, je peux m'entraîner avec elles. Donc, je vais investir plus de leurs entraînements ici. Et après, je vais essayer d'aller de temps en temps quand même à Paris pour m'entraîner un petit peu, sans me détacher d'ici, évidemment. Ouais. Des vacances ou comme ça, je pourrais y aller. Et voilà, de toute façon, mon niveau est là. Il faut juste, je sais comment il faut que je m'entraîne pour atteindre le niveau qui suffit pour ENA. Et du coup, ça va pas être facile, hein. Je sais que ça va pas être facile, mais j'ai confiance que ça peut le faire. Et c'est juste que je m'investisse un petit peu plus à m'entraîner ici à Moret même, quoi. Ouais. D'accord. Et c'est vrai que pour compléter pour refermer même ce chapitre, ce volet sur financièrement, c'est vrai que Radu Stelea, l'entraîneur roumain de Lens, qui a eu une grande carrière aussi au niveau national, le dit très clairement et judicieusement. C'est vrai que les joueurs de ping aujourd'hui, comme tu l'as dit, sont très peu payés. Enfin, ils sont payés comme les clubs peuvent les payer. Donc, pour avoir un salaire correct, ils sont obligés de passer par plusieurs clubs. Et pour répondre à Thiago, les tournantes, oui, si tu mets un petit billet à chaque fois autour d'une table pour chaque partie gagnée, tu peux peut-être en vivre, mais pour l'instant c'est pas c'est pas le cas. Alors on parlait un petit peu transfert, c'est vrai que on l'a dit tout à l'heure, Mathias Overjo, le numéro 4 du club, le Suédois, quitte Jura Moret cette saison et il est remplacé, comme on l'a dit, par Paul Drinkel. L'effectif sera un peu plus compétitif pour l'an prochain. Comment tu vois un petit peu les choses? Oui, parce que déjà, tu vois, c'est l'équipe champion de France. Ils sont à un très bon niveau, tous les joueurs. Mathias, voilà, il nous quitte, il se sépare. Et on fait une pari, on va dire, voilà, on peut dire ça, on fait une pari pour un très bon joueur, un quatrième joueur très fort, au même niveau, quoi, que les autres, pour pouvoir aussi tourner plus souvent. Parce qu'il y en a eu quand même cette saison, même si ça n'a pas fini, ça a été un peu compliqué parce qu'on a eu pas mal de blessures. Chose qu'on n'a pas eu la première année que j'étais là, qu'on était champion de France. Donc oui. ça joue beaucoup aussi. Et c'est vrai que quand tu as des blessures et que tu n'as pas forcément 4 joueurs de même niveau, c'est compliqué. Tu vois, ça peut vite finir une saison pour ça.
Donc là, on se dit, allez, on parie pour prendre un joueur de à peu près le même niveau que les autres, voilà. Et pour pouvoir tourner un petit peu plus, tu vois, soulager un peu la pression aussi de les trois joueurs, Kirill, Benedek et Chao. Chao, comme vous le savez, s'il joue pas tous les matchs. Donc voilà, avoir un quatrième joueur qui va remplacer aussi Chao, de très bon niveau. Sur les papiers, je pense qu'on est pas mal. On est pas mal sur les papiers. Après, voilà, il y a plein de choses, comme je t'ai dit, il y a des blessures et tout. Donc, on peut jamais savoir, même si sur les papiers, on est très, très fort, on peut jamais savoir ce qui va se passer. C'est vrai que les joueurs internationaux qui évoluent à Jura-Morée font beaucoup de compétitions. On appelle ça des Pro Tours, donc c'est des coupes du monde un peu partout dans le monde. Donc voyagent beaucoup. Après enchaînent avec le championnat avec Jura-Morée. Peut-être que j'ai pas demandé, mais dans les trois joueurs de l'équipe actuellement, peut-être qu'il y en a certains qui jouent dans d'autres championnats, je sais pas. Et du coup tout ça mis bout à bout fait que la fatigue s'accumule et on est un petit peu moins performant. Tu parlais de Shao Zai, le joueur chinois. Donc on l'a dit tout à l'heure, il y a un Chinois, un Finlandais, un Russe, un Suédois et maintenant un Anglais. Tu parles quoi? Chinois, anglais, français, espagnol? En quelle langue tu parles Bah, déjà, juste pour te répondre vite fait, si tu joues en Pro A ou en Pro B en France, t'as pas le droit de jouer à un autre championnat. D'accord. Donc, je voulais clarifier ça. Donc, si tu joues Pro A ou Pro B en France, t'as pas le droit de jouer à un autre championnat. Juste si tu joues au NA, N2, N3, voilà, pour un bas. Okay. Tu peux jouer double championnat. Mais la France, c'est pas partout, mais la France, la Fédé française, il a mis cette interdiction-là. Si tu joues en Pro A ou Pro B en France, tu peux pas jouer. Du coup, pour revenir à ta question, c'est un peu en tout, quoi. Non, en fait, anglais, c'est tout le monde anglais. Même les Chinois, ils commencent à parler anglais. Ça fait quand même combien? Je crois que 3-4 ans qu'il habite en Europe. Donc, Sai Chao, il commence à parler un petit peu plus anglais, même si c'est encore compliqué de parler avec lui. Mais ouais, c'est l'anglais pour tout le monde. Ouais, Kirill, il parle très bien l'anglais, le finlandais aussi. C'est beaucoup par des gestes, des signes. Du coup, le dialogue, l'échange avec les joueurs, comment ça se passe? Avec les joueurs. Je sais pas quand tu les coaches, tu leur dis coupe un peu plus la balle ou j'en sais rien. Avec Chao, ouais, avec Chao, tu utilises vraiment que des petits mots clés, quoi, des mots clés en anglais pour qu'ils puissent comprendre et avec des gestes. Évidemment, tu vois, tu es la mot clé. Si jamais il comprend pas, il te voit faire les gestes, il dit ok, c'est ça. Donc au niveau ça, ouais, avec Chao c'est ça et avec les autres, c'est qu'en anglais. Même si au début c'était un peu compliqué pour moi parce que c'est un peu l'anglais, tu vois. Benedek il parle très bien anglais, mais des fois il mélange un peu avec sa langue natale et c'était compliqué au début. Kirill, il parle anglais comme un russe, quoi, voilà. Ouais. Donc, mais bon, lui, c'est beaucoup plus facile parce qu'il parle très clair. Après, Mathias, il parle un anglais très pur. D'accord. Donc, voilà, ouais, il faut t'habituer quand même à tous les accents et à tout, parce que des fois, il mélange, mais moi, tu mélanges des fois un peu avec des mots. Moi, maintenant, je mélange avec des mots français. Je sais pas pourquoi. Donc, tu es en train de parler anglais. Des fois, tu mets un mot en français. Donc voilà, mais non, avec les trois, il n'y a pas de souci. Avec Chao, voilà, un peu de signes avec tes mains. Et en anglais, ça commence à être mieux quand même. Pour répondre à Nicolas qui demandait une question à laquelle tu as déjà répondu sur combien de temps tu es en France, hein, ça fait depuis tu as 18-19 ans, donc ça fait à peu près bientôt 10 ans que tu es en France. Hein. Ouais, bientôt 10 ans. En fait, pour être exact, j'ai arrivé en France en 2011, je pense. Okay. Je crois 2011, ouais. On va dire 9 ans. Et c'est vrai que on le disait tout à l'heure, je fais suite à une question aussi d'Arthur qui demandait les joueurs s'entraînent à l'étranger. Est-ce que tu peux nous dire déjà où est-ce qu'ils s'entraînent chacun et pourquoi ils ne s'entraînent pas à Morée? Ouais, Kirill, il s'entraîne. L'année dernière, il s'entraînait beaucoup en Italie. Il y a un centre d'entraînement avec des très bons joueurs en Italie, donc et avec des belles conditions à côté de la plage, musculation, voilà, c'était un très bon. Donc là et en Russie. Mathias, il s'entraîne en Suède, dans un centre aussi eslave qui est très fort aussi. Oui. Il y a beaucoup de joueurs.
Et Benedek, il s'entraîne en Hongrie, donc avec l'équipe nationale, donc c'est voilà, c'est un bon niveau aussi, c'est un très bon niveau. Et pourquoi il s'entraîne pas Morey? Ça, tu vois, il y a beaucoup de clubs qui sont pas tous les joueurs dans sa ville, quoi. C'est compliqué, c'est compliqué. C'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont de la famille. Donc, s'il déménage ici, ça veut dire qu'il faut qu'il amène toute sa famille ici. Donc, ça, déjà, ça, c'est pas facile. Ouais. Je sais qu'en Allemagne, dans les championnats allemands, il y a beaucoup de clubs qui obligent, on va dire, à vivre sur place. Et ce qui fait que les joueurs, ils durent pas longtemps dans ces clubs-là, dans le club, parce que c'est pas facile, quoi, de vivre loin de ta famille. Voilà. Ouais, s'acclimater au pays. Exactement. Donc, je pense que c'est une des choses pour lesquelles on entend en parler. Les joueurs, ils aiment bien venir à Morey. C'est parce que, voilà, ils doivent pas vivre sur place. Parce que si, ils voyagent beaucoup déjà, tu vois, ils voyagent beaucoup. Il y a beaucoup, comme tu disais tout à l'heure, il y a plein de tournois, il y a plein de Pro Tour, Open et tout. Donc, imagine tout ça, plus vivre à Morey, que bon, si c'est pas Paris non plus. Voilà, tu vois, c'est pas Paris non plus pour amener ta famille aussi. Et du coup, c'est compliqué. C'est compliqué. Moi, j'aimerais bien, hein, franchement, j'aimerais bien être dans un projet avec des joueurs comme ça, qui vivent sur place. Mais bon, ça aussi, ça pourrait augmenter un peu le budget, parce que si tu amènes un joueur ici, il faut qu'il amène sa famille, donc il faut les payer plus. Bien sûr. Évidemment. Du coup, c'est pas facile. C'est un tout qu'il y a plus, je dirais qu'il y a un petit peu plus de contre que de pro, de vivre sur place, ouais. C'est vrai qu'il nous reste là une petite dizaine de minutes pour l'émission, mais tu as pas évoqué le quatrième joueur, Shozai. Du coup, lui, il s'entraîne en Chine, il s'entraîne où alors? Non, il s'entraîne à Porto, à Portugal. Alors avec l'équipe de Portugal. Ouais, c'est le centre d'entraînement du Portugal et il y a aussi Aruna Quadri, hein, me semble l'ancien joueur de Morey qui évolue là-bas. N'hésitez pas à reposer d'autres questions d'ailleurs sur toi ou même sur le club de Jura Morey. Tout à l'heure, il y avait une question un petit peu de ton rôle, savoir un petit peu qu'est-ce que tu fais. Donc, on l'a bien dit, hein, entraîneur et coach de la Pro A. Mais on se rend pas forcément bien compte de ton rôle de coach, à part le coaching pendant les matchs, mais tout l'à côté d'un coach de Pro A. Qu'est-ce qu'il fait du coup? Bah en fait, moi je fais tout en fait. J'ai réserve les billets d'avion des joueurs. En fait, j'organise tous les déplacements de A à Z, les hôtels, le billet d'avion, tout. Que c'est pas facile parce qu'il vient des endroits différents. Donc il faut que j'essaye qu'ils s'arrivent tous à peu près en même temps. Tu vois, soit ici à Morey ou soit les matchs de déplacement. Donc je gère tous les billets d'avion, je gère les réservations d'hôtel, tout ça, qui soit pas trop loin de la salle, etc. Et après, je les récupère à l'aéroport, je les amène ici. Après, on s'entraîne ici. On s'entraîne. Si on est 3, bah, c'est moi qui s'entraîne avec eux. S'ils sont 4, voilà, je reste là avec eux. Des fois, on fait le panier de balles. Et voilà, après, on va manger ensemble. Donc, je les amène à manger. Donc, après, il y a le coaching. Et après, fin match, après, voilà, les amener à l'aéroport pareil. Et en gros, c'est ça, quoi. En gros, en résumé, c'est ça. Donc, je réserve tout, je gère tout, quoi. En moyenne, ils arrivent quoi, 2 jours avant le match? Ils repartent le lendemain du match? Comment ils font? Ils repartent toujours le lendemain de match, ça oui. Et pour l'avant de match, ça dépend. Ça dépend de où, ils viennent. Par exemple, s'ils sont en Pro Tour, ils sont un peu fatigués et tout, je préfère qu'ils s'arrivent 12 jours, ou même des fois, ça arrive 3 jours avant. Pour la première journée, c'est reposer un peu. Après, s'entraîner un peu ici et jouer. Donc, ça dépend un peu de où ils étaient avant le match, où ils vont être. Des fois, ils arrivent un jour avant aussi, hein. Juste un jour avant parce qu'ils étaient en Pro Tour. Donc, il n'y avait pas le temps. Donc, ils arrivent un jour avant. Le lendemain, ça joue et le lendemain, ils repartent, quoi. Et ça arrive que du coup, quand ils arrivent 2-3 jours avant, les licenciés de Jura Morey peuvent les voir, peuvent jouer un petit peu avec eux. Comment ça se passe? Oui, on essaye d'organiser toujours des petites séances en commun. Là, si ça arrive 2-3 jours avant, on va dans les entraînements à Morbier ou à Morey.
et les joueurs, ils jouent avec eux, ouais. D'accord, Même c'est sur bien. Instagram, Ah il y a un petit photo, je crois, une vidéo, je sais plus. ouais. Mais oui, on essaye de faire partager les clubs. C'est ça qui est bien parce qu'ils sont très sympas aussi. Les joueurs, ils sont super sympas. Ouais. Et j'ai toujours essayé qu'il y a un peu entre, même s'ils sont des joueurs qui viennent juste pour le match, tu vois, qui disent, il vient juste pour prendre sa thune. J'ai entendu parler de ça, mais 1000 fois. Mais on essaye qu'ici, ce soit pas comme ça, quoi. On essaye qu'il y a une question aussi avec les bénévoles et ça se passe très bien. Des fois, ils donnent des t-shirts aux bénévoles, aux petits, ils jouent avec le petit, donc c'est très bien. C'est vrai que la plupart des joueurs qui sont venus à Juramoré ont été entre guillemets, je parle éduqués de cette manière. Et moi, je me souviens même de certains déplacements en région parisienne où j'ai joué avec des joueurs comme ça, taper 2-3 balles avec eux. Bon, j'ai pas leur niveau, mais c'est sûr que c'est toujours agréable pour un licencié du club de pouvoir taper quelques minutes la balle avec le joueur pro de la structure. Il nous reste à peu près 5 minutes, mais je vois qu'il y a encore pas mal de gens, donc n'hésitez pas à poser les dernières questions. Mais tu évoquais ta volonté de développer le club de Juramoré. Aujourd'hui, il y a à peu près combien de licenciés et puis qu'est-ce que tu mets en place du coup comme action? Bon, là, il y a 40 licenciés. Il y a 40 licenciés. Il y a un petit peu plus de petits. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu plus de petits cette année. Et c'est pas facile. Au début, j'avais pas mal décidé, mais bon, je connaissais pas la région. J'avais pas mal décidé à mettre en place parce que j'étais à l'Évalois, donc c'est le club où il y a le plus de licenciés en France. Le Valois a été dépassé par le tennis de table de Gerland, là où je m'entraîne. Donc, c'est le deuxième club maintenant. Maintenant, c'est le deuxième, ok. Mais bon, il y a beaucoup de licenciés. Oui. Et du coup, c'est vrai que c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'ils sont pas habitués dans cette région, on va dire, dans la ville, quoi, au Morez, les Rousses et tout. Ils sont pas habitués à sortir de chez eux, quoi, le soir. Là, j'aimerais bien développer un peu plus des adultes, un petit peu plus de personnes âgées ou des adultes, des parents et tout, après son boulot, venir s'entraîner un petit peu. Mais c'est dur. C'est dur de sortir de chez eux, ouais. Vous faites des flyers? Donc, on essaye de faire un petit peu plus, on essaye de faire un petit peu plus de de donner aux écoles, aux parents et tout, de faire un petit peu plus de créneaux aussi. On essaye les réseaux sociaux aussi, qu'on n'avait pas avant. Donc, c'est moi qui a créé tout l'Instagram, Facebook et tout ça, et j'essaye de gérer souvent. Et ça, pour donner un petit peu plus de visibilité et essayer d'amener du monde. Mais c'est ça, faire un petit peu plus de pub. C'est ce qu'on essaye de faire avec les écoles. J'interviens dans les écoles aussi une fois par semaine. Donc ça, les parler de club, les inviter au match et les attirer, quoi. Donc là, en ce moment, je suis content parce qu'on a beaucoup de nouveaux licenciés qui sont accrochés 100%. Ils sont déjà mis dans la compétition aussi. Donc je pense que ça va commencer à attirer. C'est quand même un projet. C'est des projets un peu à long terme. C'est essayer de faire un nom aussi pour le club et voilà. Si tu fais une soirée tacos avec ta spécialité mexicaine, il y aura peut-être d'autres personnes. Pour conclure un petit peu l'échange, c'est vrai que si tu pouvais décrire un petit peu la force et la faiblesse de Juramoré aujourd'hui, ce serait quoi? La force de Juramoré, je dirais, c'est l'ensemble de clubs. Vraiment, tous les licenciés, même ajoutant la pro, vraiment, c'est une ambiance très familiale. Donc ça, c'est la force. C'est une ambiance très familiale, accueillant. Il y a des joueurs qui viennent de temps en temps s'entraîner ici. On les accueille très bien. Donc, tout le monde aide à tout le monde. Il y a des bénévoles qui, à chaque match, ils s'aident à fond. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Donc, je dirais que la force, c'est la cohésion de club, de tous les adhérents. Que vraiment, c'est une très belle cohésion. Et les contres, ou la faiblesse, on va dire, c'est le nombre de licenciés. Parce que pour les entraînements qu'on a et tout, je pense que c'est un club qui mérite d'avoir plus de licenciés. Tu vois, je pense vraiment que… Si tu montes à 60, si tu arrives à 60, 70, tu arriverais à garder ce côté familial? Je pense oui, parce que 60, c'est pas encore beaucoup. 60, 70, c'est pas énorme encore, je dirais. Et je pense qu'on pourrait garder, parce que la ville, ça preste aussi à cette sensation familiale, quoi.
Donc, Ok. je pense que oui, je pense que 60-70, on pourrait avoir la même et aussi avoir les entraînements un petit peu plus de monde. Et voilà, la faiblesse, c'est le nombre de licenciés. Voilà. C'est ce que je D'accord. dirais. Je vais terminer la vidéo. Attends.